Bonsoir et bienvenue dans Bric-à-brac d'idées sur la chaîne d'Océan de Coach, la chaîne 100% coaching. Comme tous les vendredis, nous nous retrouvons et nous donnons rendez-vous pour ce podcast dédié au partage d'idées, à surtout permettre à chacun de pouvoir voir les entrailles d'un coach. Parce que finalement, ce concept bric-à-brac d'idées est avant tout un excellent moyen de vous montrer ce que c'est que le coaching, du moins une forme de coaching que nous pratiquons chez Océan de Coach. S Semaine dernière, nous avons lu et nous avons découvert ce monument, ce bijou technologique, ce concentré d'idées autour de l'école, autour de la réforme de l'éducation, de l'enseignement. Une proposition qui n'a pas peut-être pas été mise en œuvre, lors de sa conception, mais quand même, aujourd'hui en 2026, quand nous lisons ce plan, nous reconnaissons quand même des idées fortes qui émanent et qui se sont matérialisées, notamment par la mutualisation de certaines institutions, la suppression de certaines institutions, mais en même temps également, nous remarquons malheureusement qu'il y a des règles qui ont été bafouées, des règles pourtant qui avaient du sens, qui émanaient de recherches, d'études, qui se basaient sur des études qui ont été menées sur des données stratégiques, qui ont été soulevées, qui ont été pas révélées, mais ouais, je me suis dit: «Révélées, peut-être pas oui, quelque part, ça n'a pas été inventé, ça a été découvert». Dans le sens où ces phénomènes que ces études ont abouti à ces idées, eh bien, elles étaient déjà là avant. C'est que les scientifiques, que les chercheurs, que les pédagogues, travaillant ensemble, les élèves, main dans la main, ont pu esquisser, de grandes idées, de grandes informations. Et notamment, je vais prendre l'exemple de la classe, le nombre d'élèves par classe. Et il y a une phrase dans ce texte qui est formidable où on dit, par exemple, qu'il faudrait que la classe ne dépasse pas 25 élèves et que l'enseignant doit être en capacité de pouvoir accompagner chaque individu, chaque élève. Et aujourd'hui, on le sait, c'est même pas qu'on le sait, mais on le voit et même vous l'avez vécu. Pour la plupart de ma génération, et même peut-être même celle d'aujourd'hui, les classes ne sont pas à 25 élèves, elles sont à des fois, parfois, plus de 35 et il est extrêmement difficile de gérer une classe de 35 personnes. Heu, d'autant plus si il y a des difficultés d'apprentissage, s'il y a des contraintes d'apprentissage et là, encore plus, le défi est encore plus évident. D'autant plus que la formation initiale des enseignants et des professeurs non seulement doit être continue, comme on le voit de ce texte qui aborde, mais également, qui n'est pas suffisante, qui n'est clairement pas suffisant. Et je vais, par exemple, reprendre quelques idées que j'ai bien aimées, que j'ai annotées, pour vous faire découvrir, cela pour ceux qui n'étaient pas là. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, ma tablette fonctionne. En plus de cela, il fait beaucoup moins chaud à Lyon, ce qui n'est pas pour me déplaire, au contraire. Ça aide à réaliser les bric-à-brac dans de meilleures conditions, d'avoir une meilleure disposition mentale pour pouvoir, répondre, réfléchir. Parce que oui, messieurs, dames, chers abonnés aussi, sachez que ces épisodes sont en direct. Il n'y a presque pas de coupure de montage. Tout ce que vous voyez, si vous intervenez, ce sera en live. En tant qu'expert du coaching, je souhaitais aussi, au travers de bric-à-brac, montrer ma capacité de pouvoir agir en temps réel. Non pas, faire des montages vidéo où je travaille pixel mon image,
parce que ce n'est pas mon objectif, parce que je ne suis pas encore peut-être pas là et ce n'est pas encore mon intérêt. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir progresser dans ma communication orale, écrite et de pouvoir accompagner l'autre, accompagner les clients que j'accompagne à s'améliorer dans leur communication écrite, orale et ça, c'est un point important aussi. Si vous me regardez, si vous me suivez, vous verrez qu'au fil des bric-à-brac, heu, ce qui est important pour moi, c'est vraiment cette qualité d'échange, cette qualité d'idées, ce partage, d'idées qui permet de se construire, qui permet d'ouvrir des perspectives, d'ouvrir de nouveaux horizons, comme le cite le texte. Heu, Avant de poursuivre notre lecture, laissez-moi repasser quelques idées fortes de ce texte, que j'ai bien aimé et que j'ai surligné. Tout d'abord, cette idée est vraiment au tout début. Organisée par Jules Ferry, fut l'une des grandes œuvres de la Troisième République. Il se propose de donner à tout homme, aussi humble que soit son origine, le minimum de connaissances, indispensable pour faire de lui un citoyen conscient, pour enrichir son esprit et élargir son horizon. C'est une phrase exceptionnelle, puisque on se rend peut-être pas compte de ce progrès technique, de ce progrès humain qui est l'école, qui est l'enseignement, qui est la disponibilité du savoir, qui est, toutes ces pratiques que nous cultivons, et que nous transmettons au fil des générations, que ce soit ces divers domaines, disciplines, qui sont tous liés entre elles. Mais que peut-être qu'avant, si on remonte quelques cinquantaine d'années avant, pas beaucoup plus. Heu, Certains n'avaient pas accès. Certains n'avaient pas accès à ces disciplines. Imaginez seulement payer un prof de musique, payer un prof de sport, payer ce n'était pas viable, ce n'était pas viable et dans ce texte, ce qui est formidable, c'est qu'il prend exactement le contexte, du moment. On y retrouve, par exemple, on le verra d'ailleurs, on le reverra aussi d'ailleurs, qu'à un moment donné, le texte, il parle de mettre en œuvre des facilités, des des moyens pour que ceux qui travaillent au champ, ceux qui travaillent dans les campagnes, ceux qui ont une activité et qui doivent participer au foyer familial, parce que en tant qu'individu qui compose la famille, il doit participer aux frais, il doit amener de l'argent. Et c'est là, peut-être qu'on le reverra, mais c'est là où le contrat d'apprentissage, où dans ce texte, il est clairement dit qu'un apprenti, que celui qui a appris la voie technique, qui doit être en mesure d'être rémunéré à la juste valeur, à ce qu'il va apporter et à ce qu'on attend de lui et cet argent permettra quelque part de pouvoir, répondre aux besoins, aux exigences de la famille, aux exigences des besoins primaires d'un individu. Il y avait une autre idée aussi qui était intéressante, justement, ça part de ça, c'est la structure de l'enseignement doit être en effet adaptée à la structure sociale. Cette idée forte qui est l'enseignement doit être adapté à la structure sociale. C'est peut-être une idée tellement évidente, que on la prend plus en considération quand on parle de la société actuelle également. Aujourd'hui aussi, la société a évolué, l'accès aux connaissances a évolué, l'accès à l'information a évolué, les mœurs et les valeurs ont bougé. L c'est impensable que l'école reste figée. C'est impensable. Heu, Nous avons quand même des grands pédagogues qui partagent une vision nouvelle de la pédagogie, une vision adaptée avec ce qu'ils connaissent aujourd'hui et sur ce qui a été remonté par l'accumulation des savoirs. Et là, moi, je ne peux que recommander, pour entrer dans cet univers de la pédagogie, une seule personne, Philippe Mérieux. Parce que finalement, son travail est assez clair
est assez, hem, représentatif de ce qui potentiellement existe aujourd'hui, sur l'histoire de la pédagogie quelque part et les avancées, les différentes méthodes, les différentes visions, les différentes idées qui peuvent être y partagées. Une autre phrase, c'est cette notion de déconnexion du réel, qu'on pourrait même, le remettre aussi avec cette question de politique. Les politiques sont-ils déconnectés du réel? C'est une question assez importante puisque la réponse n'est pas oui ou non, mais pourquoi et comment? Quel est l'impact de cela? À mon avis, quand on répond à cette question, quand on se pose cette question, notamment déjà, c'est déjà une tentative de réponse, c'est déjà une réponse quelque part et c'est aussi une façon de se dire que oui, c'est possible que à la fois l'école, à la fois les politiques, à la fois la politique, ceux qui pratiquent la politique comme métier, la politique en général et le politique, doivent être repensés, doivent être, heu, remis sur le terrain du débat public et pour ce faire, on l'a vu dans tous les cas, c'est d'avoir des citoyens conscients. Et comment on fait pour avoir un citoyen conscient? Eh bien, on enrichit son esprit, on élargit son horizon et on le voit dans ce texte, il parle également d'apporter une co-construction. C'est-à-dire, imaginons que ceux qui ont la vocation, qui ont la passion, qui aiment les métiers d'artisanat, par exemple, eh bien, de ne pas les former juste à faire leur métier, mais aussi les former à toute la culture qui adhère au métier, au monde, aux citoyens, à la cité, heu au pays, à la nation. Ce mot «nation» et apparaît, quelques fois, dans ce texte et quand il est employé, comme il n'est pas envoyé à tout va, tout le temps, il a un poids, il prend une certaine forme de poids dans ce texte, un caractère qui vient avec, une certaine puissance, une certaine, subtilité pour celui qui l'a écrit. Il fait passer un message quand on l'emploie et il est tout à fait adapté et ça, c'est vraiment puissant. C'est puissant dans le sens que je trouve intéressant parce que cet écrit, il est clair à mes yeux. On y comprend exactement les tenants et les aboutissants. Je n'ai pas terminé le texte, mais pour cette partie que j'ai déjà lue, que nous avons découvert ensemble également, eh bien, c'est quand même assez appréciable. C'est appréciable parce que on y voit des hommes qui n'ont pas voulu étaler leur confiture. Ils n'ont pas voulu, montrer qu'ils sont meilleurs ou qu'ils savent tous, ou ils savent mieux, qui sont dans la vérité absolue. Non, ils y présentent une vision, ils y présentent, une motivation. Qu'est-ce qui le On y comprend ce que motive ces auteurs, ces personnes qui ont travaillé sur ce texte. On y comprend leur vision, on y comprend leurs arguments et cela permet de pouvoir y répondre, si jamais on n'est pas d'accord. Reprenons, les études primaires, secondaires, supérieures sont trop souvent en marge du réel. L'école semble un milieu clos, imperméable aux expériences du monde. Le divorce entre l'enseignement scolaire et la vie l'accentue par la permanence de nos institutions scolaires au sein d'une société en voie d'évolution accélérée. Et c'est là toute la beauté de la chose, c'est que on y présente une des raisons pourquoi cette déconnexion, pourquoi l'école est souvent, trop souvent en marge du réel. Eh bien parce que il y a une, quel est le terme exact? C'est la vie s'accentue. C'est une société en voie d'évolution accélérée. Et ensuite, on nous en parle justement juste après des progrès technologiques, des progrès social. On y évoque notamment la place de la bourgeoisie qui occupait des places de haut rang, de cadres.
dans les sociétés, dans les entreprises, mais que la demande est telle que ce n'est pas suffisant et il faut former. Et dans cette formation, quand il faut former, on essaie d'intégrer tout le monde. On essaie de donner une chance à tous ceux qui habitent, qui résident sur le territoire, sur la nation. Et ça, c'est vraiment admirable. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que on essaie quand même, dans ces inégalités qui sont réelles, eh bien, de donner quand même une certaine chance, d'essayer du moins. Il y a aussi également de ce texte, on le voit, à un moment donné, il y a une reconnaissance sur, bah, ça a un coût. Ça a un coût et ce plan ne peut pas être mis en place immédiatement. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve remarquable parce qu'il y a une reconnaissance de la difficulté, des difficultés, mais il y a aussi, ce texte a pour but de convaincre. Il a pour but de dire: «Oui, on ne peut pas tout faire maintenant, mais il y a des directives». Par exemple, la justice sociale à l'école, ce principe que le principe de justice, où justement on développe davantage ces questions, heu, de prendre la personne comme elle est et de pouvoir l'aider à se développer et voir également donner un temps pour repérer, d'abord nourrir, de on le verra, ça c'est peut-être après. Comme j'ai lu un peu après, je suis peut-être déjà passé dans les conditions et les principes. Alors, les conséquences des principes. Il y avait ça aussi, la dernière fois j'en parlais, c'était sur la formation de l'homme. C'est un passage qui m'a interloqué, qui m'a interpellé, parce que c'était progressiste comme idée. C'était vraiment ça reflétait les idées des siècles de lumière. C'était à cette alors laissez-moi, je vais retrouver, donnez-moi un instant. Voilà, c'était ça. Je reprends toute la phrase. La législation d'une république démocratique se doit de proclamer et de protéger les droits des faibles. Elle se doit de proclamer et de protéger le droit de tous les enfants, de tous les adolescents à l'éducation. Celle-ci prendra pour base la connaissance de la psychologie des jeunes, l'étude objective de chaque individualité. Elle se fera dans le respect de la personnalité enfantine, afin de dégager et de développer en chacun les aptitudes originales. Le droit des jeunes à un développement complet implique la réalisation des conditions hygiéniques et éducatives les plus favorables. Cette partie encore, il y a une reconnaissance des inégalités sociales. On n'est pas tous bourgeois, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes parents, on ne vient pas du même milieu social et cela a un impact. Et c'est très clair que quand on est enfant et qu'on arrive à l'école et qu'on a faim, heu et qu'on est la seule chose qu'on pense c'est, heu, bah: «Je suis fatigué, je me sens faible, j'ai envie de manger», j'ai un besoin physiologique qui est présent tout au long de la journée. D'autant plus qu'on me réveille tôt le matin en tant qu'enfant. On casse et on brise le cycle le sommeil qui est peut-être une un des endroits où on pourrait agir, concrètement parce que on le sait, là, c'est démontré, le sommeil est important, heu et briser le sommeil d'un enfant et c'est peut-être la chose la plus contre-productive, qui soit. D'autant plus que, heu, comme je le disais, si un enfant arrive à l'école, il n'a pas d'habits, il n'a pas de quoi pour manger, comment voulez-vous qu'il trouve la force de pouvoir étudier? Ça n'a pas de sens. Certains, oui, vont réussir à dépasser ces conditions-là, à sortir du lot par leur talent, qu'il soit inné ou par le travail. Mais dans la majorité des cas, combien vont abandonner en cours de chemin? En cours de route? Combien vont voir l'école comme un supplice, comme un enfer et vont avoir ce qu'on appelle aujourd'hui un décrochage scolaire? J'en ai vu, j'en ai connu, et à chaque fois, même constat. Pourquoi?
décrochage scolaire parce que les difficultés face aux contraintes de l'apprentissage sont telles qu'elles deviennent insurmontables, que les moyens mis en œuvre ne sont pas suffisants. Le professeur est démuni face à l'immensité de la tâche, face à l'ampleur du travail, parce que cela dépasse clairement le cadre juste de enseigner des matières. Il y a une partie sociale, il y a une partie psychopédagogique. Et ici, les moyens manquent cruellement. Certaines écoles dépassent les 35 élèves. Déjà 35 élèves, imaginez-vous 35 personnes en face de vous. Et imaginez des personnes qui sont sous contrainte d'apprentissage, qui vont avoir, comme le dit Serge Boimard, des certains comportements qui sont dévalorisants envers eux-mêmes ou envers l'autre, qui vont avoir des stratégies agressives pour certains, voire de menaces et d'attaques physiques, verbales, au meilleur des cas. Et ça, c'est contagieux, cet empêchement de penser, comme le décrit Serge Boimard. Et si vous avez 25 élèves, ou 35 élèves et que vous avez ces phénomènes d'empêchement de penser et qu'on sait que c'est relativement contagieux et pas que pour les élèves, mais aussi pour l'enseignant. Eh bien, il arrive un moment où l'enseignant n'a plus la possibilité, n'a plus la capacité de pouvoir maintenir son rôle d'enseignant. Parce que c'est une posture à adopter, c'est une posture à maintenir au fil de la journée. Et en tant qu'humain, on reste humain, on a de l'énergie à revendre, certes, mais elle n'est pas inépuisable dans la journée. La fatigue va arriver au bout d'un moment. Et à force d'être sollicité, à force d'être pressé, attaquer, 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 sans pour autant pouvoir prendre distance, respirer. Parce qu'on ne le dit pas assez, on avance sur le fait que les enseignants ont beaucoup de vacances. Mais quelque part, beaucoup de vacances pour qui? Par rapport à quoi? Parce que dans ce texte aussi, on le dit que le métier d'enseignant doit être valorisé. Parce que quand même, il est à la base pour construire le citoyen également de demain, produire l'homme de demain. La production de l'homme, j'aime beaucoup cette citation. Et même c'est à la formation de l'homme. La formation du travailleur, mais aussi à la formation de l'homme. C'est quand même des termes assez parlants, assez clairs. Et je crois que ne jamais sous-estimer parce que quelqu'un est boulanger ou que quelqu'un est mécanicien ou maçon, qu'il n'a pas à avoir accès à la culture, avoir accès à toutes les problématiques du pays. Parce que c c'est ensemble que nous pouvons y répondre. Ce n'est pas quelques, soi-disant intellectuels, soi-disant personnes formées qui vont être capables de faire vivre la nation. On le voit d'ailleurs actuellement, ces personnes qui font des grandes études, certes, ils ont des bagages techniques, ils ont appris à écrire, ils ont appris à exprimer leurs idées, mais pour autant, leurs idées sont-ils souhaitables à la nation? Sont-ils viables? Apportent-ils des résultats qui nous satisfassent, nous, en tant que citoyens? Ou bien on voit plutôt la nation sombrer, on voit plutôt des défaillances, on voit les failles s'agrandir, les écarts de richesse exploser. On voit la vie, pour moi, qui est là en 2026 et qui regarde la vie quand je suis arrivé, l'explosion des tarifs, l'explosion, c'est la vie chère. Quand on dit la vie chère, certains sont déconnectés, ils ne le remarquent pas parce qu'ils ont les moyens. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui ont un budget serré, pour ceux qui vivent dans des conditions précaires, qui touchent par exemple les aides, croyez-vous vraiment que ces personnes glandent à la journée? Pensez-vous que c'est un choix, que s'ils avaient été vraiment accompagnés, pensez-vous qu'ils auraient préféré glander, rien faire, ou même faire semblant de faire quelque chose, ou même attaquer en disant moi je ne fais rien, je profite du système? Pensez-vous vraiment qu'ils profitent réellement du système? Ou le font-ils pour alerter notre regard, attirer notre attention? Certaines personnes ont pris les réseaux sociaux pour dire ils sont contents, ils n'ont pas à se lever, ils n'ont pas à faire ci, ils n'ont pas à faire ça.
Mais ont-ils eu la chance de pouvoir choisir? Parce que c'est facile de critiquer, c'est facile d'attaquer et bien sûr qu'il y en a qui profitent, mais pour autant, ceux qui profitent, soi-disant profitent-ils? Le font-ils réellement du profit ou c'est quelque chose qui a été déjà calculé, déjà pris en compte et c'est peut-être pour cette raison que cette chose existe, ces aides existent? Pourquoi le pays comme la France consacre-t-il autant d'argent, redistribue-t-il autant d'argent? Mais il y a aussi d'autres questions, parce que ça c'est intéressant quand on parle de ce texte, c'est aussi de se dire: où le pouvoir et l'argent se rencontrent, il y a un terme qui apparaît, la corruption. Oui, il y en a qui profitent, mais pas forcément à qui on l'en pense. Quand on regarde la corruption en France, mais presque dans tous les pays d'ailleurs, elle est énorme. Et les richesses qui sont perdues par la corruption, on en parle très peu. Moi-même, dans ma commune, mon maire a été condamné, enfin mon ancien maire a été condamné pour vol. Il a volé l'argent du contribuable. C'est quand même triste, c'est quand même incroyable. Et cette personne, il a quand même la face de s'afficher encore et de montrer le visage devant tout le monde avec un sourire, parce que pourquoi? Parce qu'il a appris à jouer un rôle. Parce qu'il a appris que en politique, il faut représenter quelque chose. Il faut prendre le rôle de quelque chose et que tous les moyens sont bons pour engranger des voix. Il y aura toujours des gens qui vont vous suivre si vous abordez, si vous affichez quelque chose qui est remarquable, qui est de l'ordre du parfait, qui laisse rien paraître. Même si j'ai volé, je fais comme si je ne l'ai pas fait et je le crois sincèrement que je ne l'ai pas fait. J'apparais dans une forme de déni total et le doute peut s'installer. Est-il vraiment ou bien et là, vous voyez, c'est très simple de mettre le doute et quand il y a le doute, chacun va essayer de tenter de répondre et c'est là où, je profite pour recommander un ouvrage qui est de Clément Viktorovitch, qui est «La rhétorique, le pouvoir». On y parle du pouvoir, de la rhétorique et c'est là où on va s'apercevoir que chacun des politiciens se est confronté à un moment donné, pour pouvoir rentrer dans le débat public, à imposer par des moyens, par tous les moyens sont bons. Il y a des il n'a pas le choix parce que si lui, il n'utilise pas certains moyens, il ne pourra pas être entendu. C'est d'ailleurs pour cela que certains font exprès de créer des scandales, exprès de créer des polémiques sur des sujets qui sont, comment dire? Délicats. Ouais, le mot, ce serait délicat à en discuter parce que ça génère tout de suite une forme heu, j'allais dire une tension chez les personnes, parce que ça compte pour eux et parce que c'est quelque chose qui est très important pour eux et du coup, plus on va attirer l'attention sur soi, plus petit à petit on pourra faire passer ses idées et là, tous les politiciens le font. Vont essayer des stratégies, vont payer des gens qui ont fait des études pour comment attirer l'attention, comment gagner le voix du public, comment développer le capital sympathie en public. Et c'est là qu'on voit quelque chose se dessiner qui est finalement, est-ce que nous, en tant que citoyens, y sommes préparés? Est-ce que nous avons les moyens de pouvoir choisir, de pouvoir au moins partager nos idées, communiquer les idées. Qu'est-ce que cela implique de pouvoir communiquer ce qu'on pense, d'écrire ce qu'on pense, d'écrire ce qu'on souhaite? Hem, le vote, par exemple, c'est un papier qu'on glisse dans une urne. Ce vote peut dire beaucoup de choses, mais c'est là le problème. Un vote dit beaucoup de choses, mais ne dit pas des choses précises. Parce qu'un programme politique
n'est pas juste, on peut être d'accord sur certaines idées, mais pas sur d'autres, mais pas sur tout. Et un vote, quand on vote pour l'ensemble, pour la généralité. Ce qui fait que il n'y a pas forcément heu, cette notion ça n'exprime pas forcément les idées, les opinions de celui qui vote, du citoyen. Mais face à des choix, il privilégie. Il se dit: «Bah, par rapport à ce qui existe, je vais prendre, plutôt celui-ci que celui-là». Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a pris celui-ci que ça veut dire quelque chose. Parce que à l'école, par exemple, j'ai été marqué par le taux d'absentéisme pour quand il y a les campagnes de vote. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez surprenant. Même le professeur quand il nous en parlait, parce que c'était en histoire et il disait que certains sont morts pour avoir ce droit. Certains ont fait la guerre, certains se sont sacrifiés pour obtenir ce droit de vote, pour développer cette, ingénierie qui est la démocratie. Et je l'ai lu tout à l'heure, c'est cette phrase qui était, c'est de prendre, aussi la défense des faibles. Et c'est ici: «La législation d'une république démocratique se doit de proclamer et de protéger les droits des faibles. Elle et ça, c'est important et quand il dit ça, il parle des enfants et des adolescents. Sous-entendu, bah, que les adolescents et les enfants sont des faibles. Bien oui, parce que des enfants et des adolescents sont en construction. Ce sont des esprits, m modulables, malléables. Ils n'ont pas encore cette notion de totalement, tout du moins, de conscience éclairée. C'est pour ça que l'école est là, finalement, c'est d'apporter tout ce bagage intellectuel pour pouvoir les permettre par la suite de pouvoir prendre leurs décisions par eux-mêmes. On leur donne des bagages de pensée, des grilles d'analyse, on les apprend la lecture, l'écriture, le calcul, les raisonnements, pour justement pour qu'ils puissent ensuite pouvoir accéder à d'autres ouvrages, d'autres choses, et finalement arriver à un citoyen qui a une conscience éclairée, qui est capable face à un discours qui arrive, de pouvoir se laisser convaincre ou non. Et là, on retombe sur le sujet de la rhétorique et c'est un sujet qui est développé par Clément Viktorovitch, que je recommande parce que ça permet d'ouvrir les yeux sur les politiques, enfin, sur la politique, mais pas que, sur tous les strates de la société, que ce soit en entreprise, que ce soit dans les associations, que ce soit dans l'espace, commun. Heu, on a tous besoin de pouvoir être en mesure de pouvoir s'exprimer. S'exprimer pour être compris et pour cela, il faut maîtriser la langue, il faut maîtriser le français ou bien, heu, les outils de communication à notre disposition, l'écrit, par exemple. Le et voilà, fermons cette parenthèse. Hem, bah, je propose qu'on avance et qu'on poursuit la lecture. Heu, pour ceux qui le souhaitent, le texte, il est en description. Si vous voulez lire avec moi, en tout cas, c'est possible. Heu, d'ailleurs, si vous souhaitez aussi également venir, heu, lire un passage à haute voix, c'est tout à fait possible. Vous avez juste à écrire dans le chat, et j'organiserai, tout cela. C'est assez rapide. D'ailleurs, je l'ai fait avec Pierre. Une fois, qui était un abonné, qui était, un nouvel abonné, on peut le dire, un nouveau abonné et où on l'a fait assez rapidement. Vous pouvez retrouver d'ailleurs notre échange. On l'a fait en live et ça s'est fait assez rapidement. Du coup, c'était assez possible. Maintenant, je suis assez entraîné, je suis un peu plus à l'aise avec les outils, plus comme, la première fois où j'avais cette tension, cette anxiété de me dire: «Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que l'image est bien retranscrit?» Vous savez, quand vous êtes seul et que vous faites tout seul, heu et que vous n'avez personne, pour vous aider, que vous êtes, quelque part un peu autodidacte, il arrive que vous faites des coquilles, il arrive que vous faites beaucoup d'erreurs au début
et cette tension, cette anxiété de se dire, «Est-ce que là je parle, on m'entend? Est-ce que», c'est pas ce n'est pas évident à conjuguer avec, entre l'effort de la performance et en même temps l'effort de sortir de ce contrôle, de cette exigence, de cette, anxiété de performance. La performance, elle est importante parce que sinon, à quoi bon, faire quelque chose si on souhaite pas faire le meilleur de soi-même? On veut pas donner le meilleur, on veut pas donner la meilleure qualité et en même temps, vouloir ceci, désirer ceci, c'est aussi se mettre sous tension, se mettre sous, cette anxiété, ce stress et on n'est pas tous il faut ça c'est une évidence. On n'est pas tous égaux face au stress. On ne le gère pas de la même façon et c'est là qu'un coach, heu, il quand j'accueille les gens ici, heu, je pense à ça aussi également. Mais on en reparlera. On s'éloigne de ce texte, de ce bijou technologique. Reprenons nos affaires. Alors là, pour ceux qui veulent, qui vont qui sont là, qui vont regarder cette vidéo, je suis à la page 4 sur 35 et nous allons lire, reprendre plutôt, conséquences de ces principes. Mettez en pause, téléchargez le document et suivez le texte avec moi ou tout simplement écoutez-le. C'est parti. Conséquences de ces principes. La première conséquence des principes qui viennent d'être énoncés est la reconstruction complète de notre enseignement sur un plan nouveau, présentant plus de simplicité, d'unité et de cohérence. La structure même de l'institution doit être modifiée pour répondre aux principes de justice fondamentale dans une démocratie. Dans l'organisation actuelle, les divers ordres d'enseignement ne répondent pas toujours à leur but qui devait être le développement maximum de tous ceux qui sont aptes à en profiter, mais de ceux-là seuls. Le recrutement en est aujourd'hui trop souvent déterminé par la classe sociale et les ressources financières des familles. Le passage d'un ordre d'enseignement à l'autre, primaire, secondaire, technique, présente de grandes difficultés. Aussi, la proportion des enfants de familles ouvrières qui accèdent à l'enseignement supérieur et aux grandes écoles est infime. La logique et l'équité exigent que les divers échelons de l'enseignement répondent à des niveaux de développement, puis à des spécialisations d'aptitudes et non à des catégories sociales. C'est pourquoi, dans la structure nouvelle, l'enseignement présentera des degrés progressifs correspondant à des niveaux de développement et auxquels tous les enfants devront successivement accéder. L'enseignement du premier degré sera obligatoire pour tous les enfants de 6 à 18 ans et comprendra trois cycles successifs. Le premier cycle concernera tous les enfants de 3 à 11 ans, l'âge de l'obligation scolaire demeurant fixé à 6 ans. Pendant cette période, tous les enfants recevront un enseignement adapté à leur développement mental et susceptible de répondre à leurs besoins immédiats. Le rôle principal du premier cycle sera de mettre l'enfant en possession des techniques de base qui lui permettront de comprendre et de se faire comprendre. L'étude du milieu physique et humain lui permettant de se situer dans l'espace et dans le temps. À la fin de cette première étape, tous les enfants entreront obligatoirement dans les établissements du deuxième cycle, puis du troisième cycle. Ils y resteront jusqu'à 18 ans. L'obligation scolaire devra donc être prolongée de 4 années. Le deuxième cycle, de 11 à 15 ans, sera une période d'orientation, tout en assurant l'acquisition d'un complément indispensable de connaissances générales. Il sera consacré à une observation méthodique des enfants pour déceler leurs aptitudes et permettre leur orientation. Le troisième cycle, de 15 à 18 ans, sera la période de détermination.
Il sera consacré à la formation du citoyen et du travailleur. Les élèves, aptes à recevoir l'enseignement universitaire, bénéficieront d'une formation théorique adaptée. Pour les autres, la culture générale se poursuivra en rapport avec une culture spécialisée orientée vers la profession, de sorte que les jeunes gens qui seraient désignés par leurs aptitudes pour l'exercice d'un métier seront aptes, à la fin du troisième cycle, à entrer dans la vie professionnelle. L'enseignement du troisième cycle, en raison du rôle fondamental qu'il est appelé à jouer dans l'affectation sociale et l'utilisation des aptitudes, devra présenter une grande souplesse, une grande diversité, afin d'offrir des combinaisons d'études, des groupements de disciplines adaptés aux diverses catégories d'esprit. À la fin du premier degré, et au-delà de la limite de l'obligation scolaire, 18 ans, un second degré d'enseignement s'ouvrira à ceux, et à ceux-là seulement, qui se seront révélés capables d'en profiter. Élargi et diversifié, il orientera les étudiants vers des spécialisations de plus en plus définies, dans toutes les catégories d'aptitudes et d'activités. Les études supérieures techniques y trouveront place au même titre que les études littéraires, scientifiques et artistiques. L'un des rôles importants de cet enseignement supérieur sera d'assurer la formation des maîtres à tous les degrés. Des instituts, des instituts, des instituts hautement spécialisés s'ouvriront ensuite aux chercheurs de toute catégorie. La seconde conséquence importante des principes directeurs de la réforme de l'enseignement est la nécessité de prévoir tout un ensemble de mesures de justice sociale, dont l'absence serait la négation de toute réforme. En premier lieu, l'enseignement public doit être gratuit à tous les degrés. La gratuité s'impose comme le complément logique de l'obligation scolaire. La prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans entraîne la gratuité de l'enseignement aux trois cycles du premier degré. Mais il est indispensable, si chacun doit occuper la place où il est susceptible de rendre le plus de services, que le recrutement de l'enseignement supérieur soit déterminé par les aptitudes et non par le rang social ou le niveau de fortune, pour s'ouvrir à tous ceux qui en peuvent bénéficier. L'enseignement supérieur doit, lui aussi, être gratuit. La gratuité inscrite dans les textes serait un leurre si on la limitait à la suppression des frais d'études sans s'inquiéter des conditions et des moyens de vie des élèves et des étudiants. Dans les familles ouvrières, le gain de l'adolescent est escompté. L'apprenti, le jeune ouvrier doivent, le, je- le jeune ouvrier doivent apporter leur contribution au budget familial. Et de cette contribution, il est matériellement impossible de se passer. La gratuité de l'enseignement ne peut être effective que si on instaure un régime nouveau et plus réaliste pour l'attribution des bourses, si l'on prévoit l'allocation d'un présalaire au troisième cycle du premier degré, si l'on considère enfin l'étudiant comme un travailleur, qu'il est en réalité, et qu'on lui alloue un salaire en rapport avec les services qu'il rend et qu'il est appelé à rendre à la collectivité. Enfin, si l'on veut conserver à l'enseignement sa haute qualité, il est juste de préserver la dignité des maîtres, d'assurer leur prestige social, de favoriser leur perfectionnement professionnel. Il est juste de leur donner une situation matérielle et morale en rapport avec leurs valeurs techniques et humaines, et la place éminente qu'ils tiennent dans la vie nationale. La réorganisation de la structure générale de l'enseignement et les mesures complémentaires indispensables pour, pour la rendre effective comportent, bien entendu, des conséquences financières. Elle se réfère à trois grands chapitres: reconstruction matérielle, aménagement des cadres et financement des mesures de justice sociale. La réforme de structure exige la révision immédiate de la carte scolaire, l'élargissement de l'école, l'élargissement, l'élargissement des écoles maternelles, la prolongation jusqu'à 18 ans de la scolarité obligatoire.
l'abaissement de 14 à 11 ans de l'âge de fin de scolarité du premier cycle, j'arrive plus à lire. Je suis présente mes excuses, je n'arrive plus à lire. Je n'arrive plus à pouvoir utiliser mes yeux à bon escient pour pouvoir, passer d'une ligne à l'autre. Je n'arrive plus à faire le focus sur les mots. Je m'en excuse. C'est une contrainte, d'apprentissage, on va dire. C'est une contrainte physique pour ma part. Ayant des faiblesses oculaires sur un œil, j'ai beaucoup de mal à pouvoir, focus sur le texte et pouvoir, passer d'une ligne à l'autre et ça rajoute, je perds le sens des mots et je n'arrive pas et je c'est une fatigue oculaire, je ne peux rien. J'aurais aimé pouvoir poursuivre la lecture, mais je n'arrive pas. Je présente mes excuses pour cela, mais quand même, on peut en parler un peu de ce qu'on a lu. Je vais le noter où je me suis arrêté. On reprendra une prochaine fois. Je me suis arrêté à, des aménagements des cadres. Ici, je me suis aperçu que je commençais à fatiguer quand, j'ai pas su lire cette phrase à bon escient. Je vais vous la répéter. En fait, la phrase, elle est très importante à marquer les pauses et en fait, heu, c'est intéressant, je vais vous partager parce que quand je lis, plus la tension dans mes yeux augmente, plus mon stress augmente. Plus mon stress augmente, moins j'ai la capacité de pouvoir comprendre ce que je lis, ni même pouvoir le restituer avec intelligence, heu, avec vraiment, une précision, une compréhension. Ah, pour pouvoir bien lire, il faut bien comprendre. Si vous comprenez bien votre texte, vous pouvez poser une interprétation, qui va refléter votre compréhension. Celui qui hésite dans sa lecture, qui bafoue, qui lit vite ou qui lit pas assez vite, c'est soit il a plusieurs raisons. Il y a aussi cette raison d'essayer de déchiffrer, c'est un apprentissage également. Ça prend du temps, c'est laborieux, c'est pas évident. Ceux qui ont appris à lire, leurs structures, sont différentes de ceux qui ne savent pas lire. Et c'est ça qui est aussi incroyable, si on se dit que on peut laisser quelqu'un dans la nature 10 000 ans. Si personne l'a initié, c'est très compliqué qu'il arrive à lire, parce que c'est tellement, complexe qu'on a besoin d'être initié. Et il faut savoir une chose qui est intéressant, c'est que au au c'est une façon de voir les choses, bien sûr. C'est qu'au début, quand la lecture est née, quand elle s'est développée, il n'y avait pas toutes ces règles immédiates. Ces règles se sont construites au fil du temps. Ça veut dire que, au début, c'était beaucoup plus accessible d'apprendre quelques règles et elle s'est complexifiée parce que notre pensée, notre besoin de communiquer et de présenter des choses avec précision, avec justesse, avec, cette recherche de vérité, eh bien, elle nous a obligés quelque part à développer plus de règles, plus de vocabulaire et aujourd'hui, on se retrouve avec un ensemble de règles assez élaborées, assez riches. Ce qui fait que, ce n'est pas la même chose d'apprendre à lire aujourd'hui et d'avoir à apprendre à lire à ses débuts, quand elle était, à ses balbutiements, à ses premières ébauches. Et d'ailleurs, ce n'était pas quelque chose dont tout le monde avait accès, à la lecture et l'écriture. Si on reprend certains textes, on va prendre en France, heu, on prend un livre extrêmement connu qui est la Bible, par exemple. Certains n'avaient pas le droit de le lire parce qu'il y avait, une certaine vision de que ce texte était trop précieux, était divin et qu'il fallait quelqu'un qui soit là pour nous le lire et nous l'interpréter. C'est quand même quelque chose qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ce texte, ce mythe, m moi, si vous regardez la chaîne, vous allez voir ma position sur les religions en général, heu heu et j'en ai fait un short d'ailleurs. Répondez-moi, vous, si vous avez un argument,
quelle est la différence entre une religion et une secte? Et j'ai entendu récemment une journaliste, dire à voix haute que ce n'est pas important de se poser la question, de si c'est quelle est la différence entre une est-ce que c'est une religion ou une secte? Eh bien, je crois qu'elle se trompe lourdement. Parce que si on ne pose pas cette, question, ça sous-entend qu'on n'arriverait peut-être pas à se poser la question: «Mais pourquoi il y a eu cette distinction à un moment?» Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que pourquoi à un moment de l'histoire, cette distinction est apparue? Pourquoi cette précision est apparue? Et ça permet justement d'aller questionner, de ne pas s'enfermer. Heu, Quand j'entends certains je regarde le travail de cette journaliste qui est sur l'esprit critique, qui est sur les dérives sectaires, sur je me dis quand même, c'est quand même curieux que la façon dont elle présente les choses, elle-même, elle prend les codes qui sont de l'ordre du sectarisme, de l'ordre de les injonctions et je me dis: «C'est quand même drôle». Heu, je me dis quand même, moi je tente à mon niveau d'essayer d'avoir cette, recherche de rigueur, de précision, de justesse, de vérité. Je n'y arrive pas tout le temps et je n'y arriverai pas, toujours parce que c'est pas facile. Mais quand on est journaliste et qu'on a un tel poids, je me dis et qu'on a été formé et qu'on se prétend travailler sur un certain sujet, je suis quand même assez surpris de cela. Je suis assez surpris de cette, qualité de rendu. Parce que c'est comme si on cache des informations au public et on leur fait pas confiance. Hem, Moi, j'ai appris une chose, c'est que même si en face de moi, la personne ne sait pas mettre des mots sur ce qu'elle pense, ça ne veut pas dire pour autant que son raisonnement est fallacieux ou à côté de la plaque. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, heu, moi, par exemple, il m'est arrivé que certaines personnes arrivent devant moi et me disent des choses, me conseillent ou me prend tout simplement pour un con. Pourquoi? Parce que je riais, parce que je suis cool, parce que je suis souriant, parce que, heu j'ai fait des erreurs de prononciation, de grammaire, de fautes d'orthographe. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça, c'est ce que je j'arrive à c'est un choix, c'est dû par une éducation, c'est dû par des carences, c'est dû par plein de choses, par des contraintes physiques. Là, par exemple, vous le voyez, pour lire, j'ai énormément de difficultés à poursuivre la lecture, heu, par rapport à des fatigues oculaires arrivées, je ne peux pas lire, longtemps. Heu heu d'autant plus quand je suis en live parce que j'allume la lumière. Peut-être que qui va arriver un moment où je vais couper la lumière pour pouvoir lire plus longtemps. Parce que là, en fait, ce qui me fatigue le plus, je réfléchis pour améliorer les choses. Je me dis: «En fait, c'est la lumière qui me fatigue» et je me dis: «Quel est le plus important? Qu'on me voit bien ou que j'arrive à mieux lire et qu'on entende la parole et qu'on puisse discuter?» Je dis: «Bah, c'est beaucoup mieux, même si on me voit un peu moins, mais quand même on m'entend et qu'on puisse, et que je puisse, poursuivre la lecture plus longtemps» et ce choix-là, je vais peut-être, le mettre en œuvre dans les prochains lives de lecture. Il me faut, mettre, bah, face à des contraintes, il faut mettre des moyens également, on va dire. Alors ce que je disais, oui, c'est ça. C'est quand vous avez quelqu'un en face de vous, heu c'est vrai qu'on peut parfois douter de certaines, personnes par rapport à leur raisonnement parce qu'ils n'arrivent pas à le développer, ils n'arrivent pas à l'exprimer. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils n'arrivent pas à le développer, à l'exprimer, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils trouvent bon, ce qu'ils trouvent mauvais, que pour autant le raisonnement, leur façon d'interpréter la situation est fausse ou est mauvaise. Et là, je prenais mon exemple pour me dire, bah, combien de personnes m'ont pris pour un con et finalement, au fil de la discussion, ils se sont retrouvés, désemparés parce que le niveau intellectuel était supérieur à eux.
Et ça, je me suis rendu compte assez facilement et pourquoi c'est si facile de voir cela? Bah, parce que, le décalage est d'autant plus grand que leur jugement est très évident. Quand ils arrivent, leur jugement, ils me regardent, ils font déjà une certaine impression et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Et ce qui leur choque, c'est la réalité. C'est quand ils se confrontent à la réalité et quand ils se disent: «Ah, j'avais pas prévu ça» et le décalage est tellement si grand qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, ils sont désemparés, ils sont sur le cul. Ils se disent: «Ah, ah, j'avais pas prévu cela. Je vais si j'avais su, je l'aurais pas parlé comme ça. Je l'aurais pas dit ces choses-là parce que je le regrette». Pourquoi il regrette? Parce qu'il croyait avoir la supériorité intellectuelle ou la rhétorique, on pourrait dire, au-delà de l'intellectualisation des choses. Ils avaient peut-être, cette sensation d'être supérieurs rhétoriquement. Mais malheureusement pour eux, même si j'avais une pauvresse, une pauvreté de vocabulaire, mais j'arrivais à utiliser les mots pour qu'on puisse comprendre mon raisonnement et qu'on puisse, facilement, voir à quel point, heu, ne vous fiez pas à ce que je dis, mais regardez mon raisonnement parce que c'est important et ça et l'ayant vécu, ça veut dire que je vais avoir tendance, moi aussi, à développer une certaine aptitude à me mettre, cette idée-là quand je discute avec quelqu'un, à la place de l'autre. Quelque part, c'est une forme d'empathie que j'ai développée, parce que moi-même je l'ai vécu, je vais y penser davantage. Elle va être plus présente dans mon identité, dans ma personne. Et c'est ça qui est magnifique. Attention, ça ne veut pas dire que pour avoir de l'empathie, il faut avoir vécu ces choses-là. Non, l'empathie, ça se développe, ça s'apprend, ça s'enseigne. L'empathie, vous pouvez aller voir des personnes comme Bruno Humbeck qui en parlent. Vous pouvez retrouver sur internet, vous tapez Bruno Humbeck. Heu, c'est un psychopédagogue que vous pouvez retrouver assez facilement d'ailleurs et qui partage souvent des idées que je trouve remarquables. Par exemple sur la gentillesse, et c'est lui, d'ailleurs avec qui j'ai vu cette perception de que la gentillesse, c'est un choix. La personne fait un choix parce que peut-être elle veut plutôt maintenir le lien. Elle veut, plutôt favoriser, ce lien social au détriment parfois de sa propre personne, au détriment parfois de ses propres dignités. Et ça, c'est ça qu'on travaille en coaching, aussi, c'est de travailler sur les choix qu'on fait, par rapport à quels paramètres? Et est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire avec tout le monde? Est-ce que l'autre fait la même chose pour soi? Est-ce que l'environnement dans lequel vous êtes fait la même chose pour vous? Et on s'aperçoit assez rapidement que parfois, il faut prendre des décisions qui vont à l'encontre de nos valeurs. Par exemple, si vous ne voulez pas blesser les gens, bah, c'est mort, et restez, dans un cercueil, entre 4 planches. N'ayez aucun contact avec l'autre si vous ne voulez pas le blesser, parce que c'est impossible. Heu, il faut aller définir déjà blesser l'autre. Il faut avoir cette, ce regard-là, d'être initié à se dire: «Qu'est-ce que j'entends par je ne veux pas blesser l'autre, je ne veux pas lui faire du mal?» heu, c'est des choses tellement compliquées parce que, heu il y a tellement de situations que je peux en parler uniquement quand il y a un cas pratique et les cas pratiques souvent, pourquoi pas faire du coaching en live, plus tard pour ceux qui aimeraient, pouvoir se faire coacher, accompagner en live sur une thématique qu'ils s'autorisent à exposer. Ça peut être, la prise de parole en public, ça peut être, «Je suis trop gentil», ça peut être, des sujets que je retrouve souvent dans les accompagnements. Ça peut être, bah, «Je n'ose pas, je suis timide, je ne sais pas quoi dire, je perds mes moyens quand il arrive en public». Tout ça, ce sont des sujets, extrêmement, importants pour un individu sur le point d'un développement et dont les réponses sont souvent quand ce que je lis sur les réseaux sont assez vastes et variées
et vous avez besoin même moi, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse me donner des repères. Moi, mes repères sont très simples, mais si vous regardez ma chaîne, je le répète, je répète, je répète souvent. Pourquoi je répète autant? Parce que je veux montrer les sur quoi je m'appuie, sur quelles ressources je m'appuie parce que je les trouve viables, souhaitables, intéressantes. J'ai même fait une vidéo qui s'appelle «Les 4 références intellectuelles qui m'ont provoqué une bascule». Qui m'ont, c'est quand je lis ces personnes, c'est comme si je tombe de haut, tellement, la connaissance prend sens. C'est là où je vous dis, heu, je n'avais pas le vocabulaire pour exprimer ce que je pensais ni comment je raisonnais, mais quand je lisais ces personnes, je me disais: «Mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je pense, c'est exactement l'idée que je pense». Peut-être pas au même niveau de précision, mais ça allait dans le sens. Par exemple, si je prends Philippe Mérieux, il y a én il y a énormément de thématiques dans lesquelles, je n'arrivais pas à me prononcer, à mettre des mots, sur mon raisonnement. Mais en le lisant, je me dis: «Mais c'est exactement ça, c'est ça que je voulais dire, mais je n'arrivais pas avant». Et ça, c'est un travail sur le long terme, c'est un travail d'apprentissage. D'où l'importance de l'initiation, d'où l'importance, de rencontrer des gens variés parce que plus vous rencontrez des gens variés, plus vous allez avoir des connexions, des sources. Vous allez apprendre des choses parce que plus vous rencontrez, plus vous vivez des expériences. Plus vous vivez des expériences, plus cela signifie que vous apprenez, que vous avez un changement de comportement et de connaissances grâce à l'expérience. Alors sur ce, heu, je vais m'arrêter à là pour ce soir. On poursuivra. Mon objectif est très simple et très clair. On poursuit cette lecture, on finit il y a 35 pages, on fera les 35 pages. Peu importe le temps que cela me prendra, je terminerai ce texte-là en live avec vous. Pour ceux qui veulent, y participer, qui veulent partager quelques bribes de texte ensemble, vous êtes le bienvenu. Si vous n'osez pas prendre la parole à l'oral et venir, comme, d'autres l'ont fait auparavant, vous pouvez venir me voir pour vous faire accompagner et qu'on puisse faire un projet ensemble, pour vous permettre de progresser dans la prise de parole, de dépasser vos obstacles immédiats. C'est tout à fait envisageable. Vous avez aussi la possibilité de m'écrire dans les commentaires, par écrit, ce qui a l'avantage quand même d'avoir une certaine forme de recul, de prendre distance et de pouvoir développer, savoir parce que convertir sa pensée en mots, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Moi-même, je suis confronté à des contraintes d'apprentissage. Je suis, pour tout vous dire, en train de rédiger un article sur le viol. Viol et formation. Vous allez voir, c'est une expérience, ça ne ça me concerne. Je ne suis pas, je n'ai pas subi de viol, de pénétration, de la formation. On va parler plutôt que j'ai, côtoyé quelqu'un qui ne sait pas si elle a été violée ou non. Elle a des souvenirs, mais elle ne sait pas si ces souvenirs sont fiables ou non. C'est quelque chose d'assez, troublant, parce que quand on est face à cet individu, à cette personne, on voit à quel point cela produit de la souffrance, de ne pas savoir. De ne pas savoir si cela s'est réellement produit ou non. De ne pas savoir si, on peut en parler ou non avec la personne qui pourrait nous aider, qui est notre par exemple, dans ce cas-là, c'était sa mère. Elle n'avait pas la force de pouvoir parler avec sa mère, de ce qui s'est passé, de pouvoir éclaircir la situation. Et il y a une dérive, là pour moi, dans mon article, j'essaie de pointer cela, une dérive, du coaching et de l'accompagnement en général, qui est la création de faux souvenirs. On ne sait pas si c'est vrai ou non, mais ce qui est certain, c'est qu'après avoir s'être fait accompagner par des thérapeutes, par des coachs, par d'autres personnes de l'accompagnement, eh bien, ce besoin, ce souvenir est remonté. Et là, c'est compliqué parce que, heu, elle n'a pas su s'entourer de personnes compétentes sur le sujet et du coup, elle est entre, on va dire, cette personne, elle a le cul entre 2 chaises.
et ça, c'est extrêmement difficile à vivre au quotidien et vous allez voir, pourquoi j'en fais un article, parce que justement, je considère, je fais mon analyse, je vous en parle, vous aurez la chance pour ceux qui écouteront, d'avoir un avant-première des idées qui vont être partagées. C'est-à-dire de lors de ma formation de coaching, la personne, elle est tellement en souffrance psychologique qu'elle s'est autorisée à exposer sa vie privée, mais de manière exagérée. Trop Elle a pris beaucoup trop de temps pour exposer un cas. Elle a donné tellement de détails, qui fait que on peut se poser la question, mais quel est l'intérêt pédagogique? Dans une formation de coaching, l'intérêt quand on prend un exemple, c'est pouvoir transmettre quelque chose et chaque module d'une formation a une thématique précise, a un plan de formation, a des objectifs à atteindre. On sait, par exemple, chaque module, on sait qu'à la fin, l'objectif, c'est que l'apprenant arrive à développer telle compétence. On va passer par tel procédé. Tout est consigné. Pourquoi tout est consigné? Parce que c'était une formation, qui a été validée, par l'État. Formation RNCP, qui est dans le registre national des compétences et des métiers. Attends, c'est RNCP, c'est peut-être pas compétences, c'est répertoire national des certifications. Et du coup, heu, c'est répertoire national des certifications professionnelles, RNCP. Et du coup, comme c'est RNCP, ça veut dire qu'ils ont fait un programme. Ce programme doit être validé, doit être conforme à un cahier des charges. Auquel cas, on ne peut pas le financer, on ne peut pas le mettre, comme, formation RNCP et cetera. Et la problématique pour moi, à mon sens, c'est que quand la personne s'est mise à, déballer, exposer cette vulnérabilité de sa vie, mais dans un temps long, c'est-à-dire prendre, la formation, c'est sur 2 jours. Heu, sur 2 jours, vous comprenez bien que le coaching est très dense, une formation de coaching est très dense, il y a beaucoup de choses à apprendre, à avoir. Quand quelqu'un prend plus de 45 minutes pour exposer sa vie privée, exposer le moindre détail et on arrive à un moment, à un stade où il y a une forme de duplicité. C'est-à-dire, vous avez une formation qui vous présente un programme et ensuite vous avez l'exécution du programme et qu'il y a un décalage. Vous dites: «Mais ça fait pas partie du programme. Je n'ai pas donné mon consentement pour cela. Je n'ai pas donné mon consentement pour écouter une femme exposer sa vie privée, me raconter tous ses détails, tous ses traumatismes, heu et que pour que, à la fin, je ressors avec, plus de connaissances sur sa vie privée à elle que sur le coaching. C'est n'importe quoi! Quand j'y pense, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi d'exposer sa vie privée dans une formation de coaching, pendant longtemps, ça n'a quoi comme intérêt? Moi, ça m'intéresse pas. Si ça m'intéressait, j'aurais payé pour ça. Je vais dans un groupe de parole, je vais dans mais non, là, je suis là pour me former. Je suis là pour acquérir du savoir. Non pas sur sa vie privée. Bon, bah, monsieur, c'est pas le sujet, c'est pas ce qui m'intéresse et c'est là pourquoi vous savez, ça revient à ce que je disais plus tôt, j'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir mettre des mots dessus parce qu'il fallait lire, il fallait écrire, il fallait tenter d'écrire, il fallait apprendre et là, je suis en train de le faire et je suis plutôt content, j'arrive à mieux développer les idées et vous savez, grâce à Mélanie, que Mélanie Ainaro Caveri, quand cela s'est produit, je suis rentré chez moi avec elle. Heu Elle m'a dit: «Mais tu es en colère, ça se voit, tu es en colère, tu as les boules». Oui, j'étais très en colère, j'étais extrêmement en colère, j'étais extrêmement fâché, j'étais déçu par la formation. Parce que je me disais: «Mais quel niveau d'incompétence faut-il pour créer, une telle formation,
autoriser une telle formation? Faut vraiment être incompétent. C'est l'État se fout de notre gueule. Le fondateur de cette école se fout de ma gueule. C'était vraiment de la rage, de la colère et j'avais vraiment les boules, heu et elle m'a dit: «Mais il faut pas que tu gardes ça pour toi. Il faut que tu lui en parles». Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai dit: «D'accord» et le lendemain, je suis parti la voir. Je ne l'ai pas prise devant toute la salle, c'est-à-dire pas prise dans le sens où je ne l'ai pas interpellée devant tout le monde. Je suis parti la voir en one to one, en privé, pour lui partager ce que, et qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit: «Bah, écoutez, hier, je l'ai regardé dans les yeux et parce que, c'était important, j'étais sincère à ce moment-là, heu, je lui ai dit: «Bah, vous savez, votre histoire que vous avez racontée hier, que vous avez déballée, et ben, je n'avais pas envie de l'entendre et et si vous aviez vu ses yeux à ce moment-là, elle était dévastée, elle était désemparée. Je crois que j'étais peut-être la première personne à lui dire cela. C'est c'est quand même incroyable. Je me dis, là, maintenant, je me dis, heu, parce que quand je suis venu la voir, elle s'est fait un préjugé sur moi tout de suite. Je ne sais pas ce qu'elle a imaginé, mais je sais une chose est sûre, ce qu'elle a imaginé et ce que je lui ai dit a provoqué chez elle une réaction forte qui fait que, par la suite, elle avait une dent contre moi. Et comment cette dent s'est traduite en termes de comportement? Eh bien, vous savez, on est, un exemple, on est devant la salle, c'est l'heure de on il y a une coupure entre midi et 2. On arrive devant la salle de formation, le temps que la porte s'ouvre, heu, elle m'interpelle, elle dit: «Alors Frédéric, pas trop choqué par la formation, par ce qui est dit aujourd'hui?» Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est vraiment une forme de, c'est une stratégie de défense pour moi, c'est un mécanisme de défense, c'est vraiment qu'elle est en souffrance. Elle a voulu attirer le regard sur moi, au sein du groupe, pour montrer que pour essayer de mettre une certaine étiquette de personne fragile, de personne qui n'est pas en mesure d'écouter les traumatismes des autres, qui n'est pas en capacité de pouvoir, accueillir l'autre dans ce qu'il vit, dans ce qu'il a vécu. En fait, la différence, c'est quoi? C'est que quand je suis venu dans cette formation, je ne suis pas ici venu pour écouter l'autre, ni prendre en charge les traumatismes des autres, ni même, écouter la vie d'une formatrice, qu'elle a été agressée, que c'est un souvenir ou non d'un viol, je ne suis pas là pour ça et je ne suis pas spécialiste de ça. Ça m'intéresse pas, c'est pas mon métier, ni même c'est pas ma vocation. Je suis incapable de faire ça. Je n'ai pas les outils pour. Pour moi, les personnes qui sont capables de faire ça sont les psychologues, sont, les médecins qui vont accueillir, qui sauront où diriger et cetera. Moi, quand j'entends ça, je vais faire preuve minimum d'empathie. Je vais, je sais comment accueillir, comment rediriger, comment amener à ce que, on peut avancer et on peut ne pas tomber dans une forme, de prise en charge, non souhaitée de ma part parce qu'incompétent, ni même, de super-héros. Je ne suis pas un super-héros, loin de là. Heu et du coup, c'est là où c'est important de prendre le contexte. Quand on est formatrice, on n'est pas là pour traumatiser ses élèves, on n'est pas là pour violer leur esprit. Quelque part, tout à l'heure, je disais: «J'ai pas été violé», mais quelque part, on peut le dire que si, d'un point de vue, de l'esprit, elle a violé mon esprit en ne pas me demandant mon consentement. Heu, on parle de consentement. Je n'ai pas donné mon consentement pour cela et vous savez quand je reviens sur cette, parce que ça m'a marqué, parce que je me suis dit: «Ah, c'est incroyable! Elle a vraiment les boules, elle est vraiment colère contre moi. Elle a vraiment la rage parce que je lui ai dit que je n'avais pas envie d'entendre votre histoire».
ça l'a mis vraiment mal, très, très mal, tellement en colère qu'elle qu'elle m'a pris à partie en public, heu, que le deuxième jour de l'après-midi, en rentrant de la salle, elle vient vers moi, elle me regarde dans les yeux, mais de manière fixe et je me suis dit: «Oh my God, oh my God, oh mon Dieu, si elle fait ça avec moi, c'est parce qu'on a fait ça avec elle». Et là, je me suis dit: «Ah, mais qu'est-ce qu'elle a vécu avec ses accompagnateurs, avec ses thérapeutes, avec ses coachs qu'elle a rencontrés? Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont bien fait pour qu'elle soit devenue comme ça, pour qu'elle reproduise ces comportements, ces phénomènes-là avec les autres?» C'est quand même incroyable d'avoir vécu une telle souffrance avec ces personnes-là. Parce que regarder fixement quelqu'un dans les yeux pour essayer de le déstabiliser, de l'intimider, de rechercher en lui, au fond de lui, une partie de vulnérabilité, une partie de faiblesse, c'est quand même grave. C'est quand même très grave en tant que dans une formation de coach et elle n'est pas la seule. Combien de formatrices et de formateurs coach dans ma formation ont essayé de m'intimider? Un autre qui s'est pris pour un phénix alors qu'il était un poulet, lui aussi. Mais lui, par contre, je ne l'ai jamais pris pour un phénix. Dès les premiers mots, j'ai compris que c'était un poulet. Heu et lui, il a cru que et il a bien compris. Parce qu'à un moment donné, vous savez, dans la fédération de coaching, il y a ce qu'on appelle comment dire? Des titres de reconnaissance selon le nombre d'heures, selon le nombre d'argent que vous avez payé à une fédération. Il va vous accréditer une mention, il y en a 3. Vous avez des niveaux d'accréditation: ACC, PCC, MCC et lui, il avait cette accréditation MCC. Il venait de l'avoir. Il était tout fier, tout content. Parce que, pour lui, c'était comme une preuve de légitimité, un badge à arborer pour montrer sa supériorité, son avance, son intellect, sa capacité de coacher, qu'il était un bon coach. Mais ça, c'est une étiquette. Quand on a vécu cette formation au début, oui, j'étais crédule, je me disais: «Oh, MCC, MPCC, ACC, c'est trop bien». J'étais dans l'ignorance. Mélanie me prévenait pourtant, mais j'étais dans mon déni total parce que pour moi, je faisais référence dans mon domaine d'activité qui était l'informatique. Quand on disait que quelqu'un en informatique, lui, c'est le senior. Quand vous dites que quelqu'un, lui, c'est le senior, il a tant d'années d'expérience, quand vous allez le voir, vous percevez réellement tant de l'année d'expérience. Moi, j'étais dans le développement. Quand vous allez voir quelqu'un pour débugger votre application ou même, questionner sur votre infrastructure logicielle, sur la façon sur les vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui bloque, vous n'arrivez pas à faire. Quand vous allez voir un senior en développement, il arrive, paf, paf, il vous pose quelques questions, il vous donne quelques, pistes, vous comprenez tout et vous dites: «Ah! OK, c'est donc ça». Parce que lui, il est passé par là. Son expérience fait telle qu'il arrive à quelques même pas, dès qu'il vous voit, il sait déjà qu'est-ce que vous allez lui demander. Parce qu'il sait exactement, il a une idée parce qu'il est responsable de l'équipe. Il sait exactement sur quoi vous travaillez et il sait d'avance sur quelles problématiques potentielles pourraient émerger et dans lesquelles vous aurez besoin d'aide. Et c'est là que j'ai fait un transfert, moi, de mon côté. Je me dis, attends, mais dans le coaching, si ça veut dire qu'il a tant d'heures, tant d'expérience, ça veut dire que quand je vais le côtoyer, ça va faire aussi comme en informatique. Vous voyez ce raisonnement qui, pas dire foireux, mais c'était un raisonnement que j'ai eu rapide, mais qui était pas adapté, qui s'est montré, foireux finalement et c'est ça qui est marrant. Je me suis fait avoir aussi encore récemment avec quelqu'un qui a fusionné psy et coach et il s'appelle Psy-Coach. En fait, dans ma tête, à aucun moment, je me suis dit que cette personne n'est pas psychologue. J'ai fait tout de suite ce rapprochement et c'est encore une fois Mélanie qui m'a ouvert les yeux et qui m'a dit: «Mais, cette personne, elle est psychologue?» Et moi, dans ma tête, je me dis: «Bah, psy, coach, ça doit être un psychologue coach». Et ben non! Je me suis fait avoir aussi et là, bah, ça a joué sur mes biais. C'est mes biais.
Et là, vous allez dire: «Bah, Mélanie le sauve souvent ce gars-là». Eh ben oui! Parce que, parce que quand on analyse des situations, on fait des rapprochements, des raisonnements, des fois, on est dans notre tunnel quelque part, comme le disait Bachelard. On est dans notre tunnel, on crée un tunnel avec l'autre et bah, ce tunnel est foireux des fois, il y a pas de sortie et c'est là, tout d'un coup une sortie arrive parce que, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans ce tunnel et qui vous dit: «Attends, mais tu as vu, il y a la sortie ici, il y a de la sortie là-bas» et là vous voyez d'autres possibilités, d'autres perspectives et là vous dites: «Ah OK». Et c'est là d'où l'importance de ne jamais rester seul, parce que on peut se faire avoir sinon quand on est seul et on se fait avoir, quand on est seul. Heu heu, ça c'était la oui, c'était pour dire, bah, ce MCC là, il a pas eu de bol comme dit Mélanie, parce que, sur toutes les personnes, qui étaient présentes, la seule personne à qui il a posé cette question, c'était moi. Cette question était la suivante: «Est-ce que» je lui ai demandé parce que quand je voyais ce qu'il présentait, ce qu'il disait, je me dis: «Attends, c'est bizarre». Vous voyez, avec ce que je vous ai raconté, je ne vois pas la différence, je ne vois pas ce décalage, que je voyais en informatique entre un senior et un débutant et je me dis: «Attends, c'est pas possible, MCC, c'est lui. Si lui, c'est MCC, obligatoire, il y a quelque chose de plus haut et s'il y en a pas, c'est qu'il y a une coquille dans la soupe, il y a un problème, il y a un problème. Les, c'est pas possible. C'était inconcevable pour ma part et du coup, je lui pose la question en formation: «Bonjour, voilà, j'ai une question, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de MCC?» Et là, il l'a pris mal aussi, cette question. Il a pas aimé la question. Il a pas aimé cette question. Il a dû se sentir peut-être remis en question. Bah oui, vu ce que vous donnez comme prestation, c'est normal qu'on vous remet en question. C'est assez naturel et surtout si quelqu'un comme moi est dans la salle et qui ose, qui a cette, volonté d'apprendre, qui est curieux. Il va se dire, il va poser la question innocemment, vraiment pour comprendre, pour savoir. Et là, bah, il m'a répondu: «Ben, je suis MCC, ça répond à votre question». Que dire? Que dire de cette réponse? À part la condescendance, à part son ignorance, à part, quelqu'un qui se prend pour un phénix or qu'il est un poulet. Je peux pas dire plus que d'autre chose que cela. Heu, c'est malheureux parce que, je crois que cette personne, heu, apporte beaucoup plus de souffrance aux autres et à lui-même qu'il apporte de bénéfices à la société. Je l'ai vu accompagner une directrice. Oui, dans la formation, il y avait plusieurs modèles et souvent c'était plusieurs modèles, plusieurs, domaines, plusieurs personnes de différents domaines et il y avait des personnes de ressources humaines, des directrices, des chefs d'entreprise, tout un quota assez varié de personnes et quand je l'ai vu accompagner une certaine personne, quand j'ai vu comment il a choisi la personne, quand j'ai vu comment il a donné sa formation, j'ai tout de suite compris qu'il ne savait pas grand-chose. Et au début, en entrée, j'avais espoir. Je lui avais même demandé, au début de dire: «Voilà, j'aimerais m'entretenir avec vous personnellement». Je voulais vous poser quelques questions pour savoir comment il s'est pris, voilà, des questions assez de l'ordre de la curiosité. Quand il m'a dit: «Voilà, on prendra un moment, au 2e jour», c'est-à-dire on n'a que 2 jours avec chaque formateur. Et je lui ai rega il m'a dit: «Voilà, on tu voulais, on s'était dit qu'on prend un moment pour discuter, est-ce que tu es disponible?» Et là, j'y vais avec lui et sur le coup, quand je l'ai regardé, j'ai eu de la peine de voir cet homme, se croyant savoir des choses, se croyant sachant et me dire: «Ah, bah, ce que j'avais voulu le dire au début, quand j'ai vu sa prestation au fil de la formation». Je n'ai pas pu, lui poser des questions parce que ça ne m'intéressait plus. J'étais là, j'étais abasourdi, j'étais déçu, j'étais vraiment frustré et je lui ai dit: «Bah, écoutez, heu, merci», je lui ai dit mot pour mot: «Merci, vous m'avez montré, le passage, heu et là, le relève est assuré». Voilà, c'est voilà ce que j'ai dit
Il a été circonspect et a été aussi, surpris par ma réponse. Je crois qu'il a décelé, il s'attendait à autre chose, mais pas à ça aussi. Et c'est là aussi, c'est important des fois d'en parler parce que, on parle souvent de dérives, mais je ne vois pas beaucoup de coachs en parler de l'intérieur de leur formation, de remettre en question non pas seulement les critiques, mais aussi d'avoir une vision humaine de la chose. C'est-à-dire que les formations sont un endroit où la souffrance règne. On est face à des individus qui sont en souffrance, qui vivent des souffrances au quotidien et qui font des bricolages et qui essayent de parfois d'imposer leurs idées sur l'autre, en donnant des conseils qui ne sont pas appropriés. Une autre personne que je me souviens dans cette formation, qui n'a pas du tout apprécié, parce que, heu, j'étais la deuxième personne la plus jeune de la formation, à ce moment-là. Cette personne aussi n'a pas aimé quand à la fin de la formation, on fait un cercle et on dit voilà, qui est la personne la plus jeune? Et cette personne qui devrait gérer le groupe, qui était la formatrice, je me rappelle plus comment on nomme cela, mais c'est la formatrice qui sera là au début jusqu'à la fin de la certification et qui veille au bon déroulement de la formation. Qui assure, du moins le bon déroulement de la formation, qui prend en charge à la fois le groupe, les personnes, les difficultés des apprenants, les difficultés des formateurs, l'organisation. Enfin, elle est là pour assurer le cadre et pour le bon déroulement. Eh bien, heu, dans ce cercle, elle là aussi, elle n'avait jamais pensé que j'étais le plus jeune. Et tout de suite, quand elle a dit: «Voilà, le plus jeune, va commencer», je me souviens plus exactement, c'était pourquoi. Mais elle a tout de suite regardé une autre personne que moi et elle a dit: «Vas-y, c'est toi» et cette personne, je l'avais coachée et mon coaching était tellement remarquable pour elle qu'elle était tellement reconnaissante de ce que je lui avais apporté, par mes mots, par mon talent, faut le dire, mon talent, qu'elle a tout de suite: «Madame, vous vous trompez, la personne la plus jeune ici, c'est lui» et elle l'a dit avec un enthousiasme, avec une fierté, avec, un vraiment beaucoup de joie et de reconnaissance et ça m'a fait plaisir, mais ça m'a aussi attiré le regard sur cette formatrice, sur ce référent formatrice. Je me suis dit: «Ah» et vous savez quand, et ça m'a fait penser parce que j'ai su qu'elle était partie en Inde. Et il y a un syndrome quand on part en Inde. C'est des personnes qui deviennent ma boule, qui perdent la tête, par rapport à heu, toute la dureté de la vie là-bas, toute la difficulté que de la vie là-bas, toute la violence si on n'est pas préparé. Vous savez, moi, j'ai vécu dans une ZUP, dans une REP. La violence, je l'ai vue, je l'ai côtoyée, le c'est la pauvreté, je l'ai vue, je l'ai vécue, je l'ai subie, c'est des choses que je connais, mais là-bas, c'était un autre niveau quand même aussi, hein. Pour être déjà y allé, ceux qui n'ont jamais, vécu avec, par exemple, leurs grands-parents avec, des animaux, des chèvres, des cabris, des oies, où il y a des excréments dans la cour, où il y a une extrême pauvreté, on ne mange pas à sa faim, voilà, on est un peu quand même préparé, on est un peu, minimum. Mais ceux qui sont des occidentaux, qui vivent en ville, qui ont toujours connu le confort, qui sont un peu des bobos bourgeois là, vous voyez le profil? Comme ma formatrice, qui ont fait un burn-out ou un épuisement professionnel par incompétence dans leur ancien domaine, dans leur ancien métier. Non pas pour des contraintes physiques mais par incompétence, parce qu'elles n'arrivaient pas à poser leurs limites, parce qu'elles se faisaient, dépasser par les compétences des autres. Elles n'avaient pas le vocabulaire, elles n'avaient pas les mots pour dire les choses. Elles étaient tout simplement incompétentes et après elles vont se former et après elles veulent c'est là que je me suis aperçu, elles vont arriver à essayer d'imposer leur manière de leur façon de voir les choses, à se positionner sur un piédestal
comme si elle savait tout, qu'elle sait mais c'est là où c'est problématique parce que quand elle rencontre des gens comme moi et d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas les mêmes, façons de voir les choses, ça fait conflit et dans un conflit, il faut être capable d'avoir des arguments et quand on n'a pas d'arguments, ça coince, ça pique, ça fait mal et je me suis dit à la fin: «Bah, oui, d'un point de vue humain, je pense que cette personne en allant en Inde, elle a viré complètement. Elle a viré complètement, elle est elle est en souffrance et cette souffrance s'est transformée en son métier de coaching et j'étais vrai je l'ai même virée de LinkedIn à un moment donné parce que ça me faisait mal de la voir, tellement elle était incompétente et tellement elle était dans la souffrance. C'est pour vous dire. Après la formation, j'ai revu un de ses posts et quand j'ai vu ce qu'elle a écrit, je me suis dit: «C'est cette personne qui était en charge de la formation?» Dans ce message, elle disait, «Ah, quelle fierté d'être accompagné par telle personne, je me rends compte de ci, de ça». Je me disais: «Attends, tout le monde apprend, tout le monde» c'était pas ça le problème. Le problème, c'était la manière dont elle, communiquait. Je lui voyais une forme je me suis dit: «Mais elle a le droit d'apprendre, mais on n'a pas le droit de faire payer une formation chère et d'embaucher des débutants, des personnes incompétentes». La problématique n'était pas qu'elle était incompétente, la problématique, c'était dans une formation dite professionnelle reconnue RNCP, ayant pour, faire valoir uniquement des coachs professionnels avec un certain titre d'accréditation, avec un certain niveau d'expérience et d'expertise, voir ce message était en totale contradiction avec ce qui vendait la formation et c'est pour moi une forme de duplicité. Le terme, c'est duplicité. Il y a une fraude, c'est de la fraude et figurez-vous que le fondateur de l'école, l'école est très simple. Il y a 2 dirigeants qui se sont associés au fondateur, ils ont importé l'école ici, l'école est belge, heu le patron est belge, le gars qui a fondé l'école, c'était un belge, c'était un MCC belge, heu et du coup, il s'est séparé de ces personnes qui ont créé l'école. Il était là, il était intervenu aussi dans la formation. Et vous savez, je vais vous raconter ça parce que son incompétence était vraiment royale. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi incompétent et qui se croit être un phénix, or que c'est un poulet. Quand je dis ça, je suis sérieux. Derrière cela, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que on aborde un titre, mais on n'en a pas les compétences. On aborde une profession, mais on n'a pas de preuve de sa compétence et vous savez, en formation, on commence à parler et à un moment donné, il pose une question assez il me pose une question. Moi, je suis là, je réponds. Sa question, c'était: «Est-ce que tu te vends, Frédéric?» Moi, je suis là, je réponds tac au tac, directement: «Oui, je me vends» et lui, il n'a pas poursuivi son questionnement parce qu'il n'était pas compétent. En revanche, pour les autres, il n'hésite pas à poursuivre le questionnement. Il n'hésite pas à poser une deuxième question par la suite. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que les autres sont incapables de le répondre, sont incapables de le confronter à son propre raisonnement. Et c'est là où je me suis aperçu de l'incompétence de cet homme. Quand j'ai vu l'outil qu'il a présenté en coaching, sur lequel il nous a formés, qui était celui de Ken Wilber, je me suis dit après, bah, dans la formation, je ne savais pas, je suis ignorant, je vais me former, je ne sais pas. Moi, je me réfère à des critères assez, enfin, je me réfère. Plutôt Mélanie m'a aidé et c'est plutôt elle qui a essayé de me donner des repères, des critères viables pour choisir une formation de coaching. Parce qu'à ce moment-là, j'étais un incompétent, je ne savais pas faire et on a essayé de prendre le mieux, la meilleure, les parmi les options. Mais même dans le pire, c'était comme si aujourd'hui je me dis entre mon choix c'était entre choisir, la choléra ou la peste. Voilà. Quand on parle d'école de coaching, je me dis: «C'est choisir entre le choléra ou la peste». C'est la même c'est voilà, c'est ça. C'est ma vision personnelle et subjective. Mais quand même, peut-être d'autres seront d'accord avec moi. Heu
il faut dire que cette personne, je ne comprends je ne aujourd'hui aussi, je ne comprends pas, à quel point, ça fait réfléchir. Parce que je me dis, voilà, c'est des personnes qui profitent sur les faibles d'esprit. On peut le dire, c'est des faibles d'esprit et la majorité des coachs, ce sont des faibles d'esprit, dans cette formation à ce moment-là. Ils sont peut-être pas faibles d'esprit tout le temps, mais moi-même, j'étais un faible d'esprit parce que pourquoi? Parce que quand on vient dans cette formation, on vient dans l'optique d'apprendre. On se met directement dans une forme de lien de subordination, de maître à élève. Et c'est pour ça qu'on est faible d'esprit, parce qu'on se dit que, on et il aborde des éléments qui font nous dire que c'est lui l'enseignant, c'est lui le formateur et nous, nous sommes l'élève, l'apprenant. Naturellement, on doit se dire c'est assez normal de se dire: «Bah, lui, il doit savoir plus que moi et il va en m'enseigner quelque chose que je ne sais pas». Mais au fil de la formation, c'est pas du tout ce sentiment-là que j'ai développé du début jusqu'à la fin. C'est tout l'inverse. Et après la formation, j'avais les boules, j'étais très en colère mais avec le temps, en rencontrant d'autres professionnels, d'autres coachs, je me suis aperçu d'une chose, que ces personnes, c'est pas qu'ils sont forcément incompétents, oui, ça c'est un fait, mais qui sont en souffrance et qui sont en entreprise, ils sont là pour faire du cash et qui sont prêts à tout pour faire du cash, voire à faire du mal. Faire du mal dans le sens exploiter les vulnérabilités des personnes. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, très peu de coachs là-bas voulaient me coacher, les formateurs. Quand ils demandaient qui veut être coaché, je me suis présenté la première fois. La 1re fois, la personne a hésité, elle n'avait pas les couilles. Bon, c'était une femme, du coup, c'est pas couilles qui est approprié. Elle n'avait pas les ovaires. Elle n'avait pas les ovaires de me coacher devant tout le monde. Parce qu'elle n'avait pas la compétence, tout simplement. En revanche, quand d'autres, levaient la main pour se faire coacher en public, là, pas de problème, on ne demande pas aux autres, on ne demande pas le consentement aux autres. Si vous êtes d'accord ou pas, on balance et OK, let's go, viens. Par contre, pour moi, on demande le consentement au public. Pourquoi? Pourquoi une telle différence de traitement? J'aurais pu croire qu'ils sont racistes au départ, dire parce que je faisais partie de la minorité, j'étais noir parmi tant de personnes de couleur blanche. Est-ce que c'était ça? Mais ce n'était pas la première idée qui m'était venue. Je n'avais même pas pensé à ça. C'est en discutant, hein, par la suite avec Mélanie qu'on s'est rendu compte et qu'elle m'a fait rendre compte de ça, que les autres, on ne demande pas le consentement aux autres apprenants pour faire le coaching d'une personne. Mais moi, dans mon cas, oui. On demande aux autres de valider. Vous trouvez ça normal, vous? Non, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est de l'incompétence? Je ne saurais dire. Je ne saurais dire. Mais tout compte fait, maintenant je peux le dire, heu il y a eu un problème, il y a eu un manquement d'éthique, il y a eu des problématiques dans cette formation et les problématiques perdurent. Les problématiques perdurent parce que les mêmes personnes entraînent d'autres personnes dans ce fossé. Vous savez, cette politique, vous savez qu'est-ce qu'ils font, cette école de formation belge, mais française, maintenant belge, qui s'est séparée. euh, Qu'est-ce qu'ils font, j'allais dire, ces personnes, euh, j'allais les insulter parce que j'ai encore de la colère, ça me fout les boules. Qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là? Ils font une formation, après ils proposent à d'autres de revivre la formation gratuitement pour revivre les modules. Je me suis dit: «Mais c'est quoi ces trucs? C'est quoi? J'ai jamais vu ça, jamais vu ça». Alors vous payez une formation, après on vous donne la possibilité de revenir pour encadrer un groupe et vous le faites gratuitement, vous n'êtes pas payé, vous prenez en charge votre déplacement, votre temps et juste pourquoi? On vous donne comme quoi, comme contrepartie? Ben vous avez la chance de revivre la formation une seconde fois. Mais c'est d'un délire! Mais il faut être un peu what the fuck pour faire ça, non? Il faut être complètement con à un moment donné pour refaire la formation. Bon, je le dis, bon, peut-être pas être con, il faut être en souffrance. On peut être aussi con, on peut être en souffrance, on peut être vraiment, à côté de la plaque. Enfin, il y a plusieurs raisons. Mais
Mais il faut le dire quand même, c'est profiter sur les vulnérables, c'est profiter sur la faiblesse des gens. Combien de personnes déjà dans ma formation, il y avait, 5-6 groupes. Ça veut dire quoi? 5-6 personnes ont refait la formation. Je les ai vus, ces personnes sont toujours en contact, certaines, avec moi. Je les ai pas virées parce que eux, je me suis dit: «Eux, ils sont juste incompétents et ignorants» et j'avais pas assez de colère pour les virer de mon réseau LinkedIn. J'ai même viré le fondateur de l'école. Après, je l'ai rajouté ensuite quand j'ai appris la nouvelle qu'il s'était séparé des 2 dirigeants. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais tellement content, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: «Ah, c'est bien de reconnaître ses erreurs et ça fait plaisir que vous reconnaissiez enfin vos erreurs». Je me suis dit: «Ah, vous vous êtes associé à des personnes qui profitaient sur d'autres et maintenant vous vous séparez pour je ne sais quoi» et j'apprends ça. Je me dis: «Ah tiens, ça veut dire que vous êtes plus en accord avec ce qu'il faisait». Parce que oui, ça commençait à arriver dans des dérives sectaires. Ce fondateur quand même, il était, pas compétent, mais il avait quand même une certaine ligne rouge qu'il ne voulait pas franchir et je pense que quand il a vu qu'il perdait la main sur le contenu pédagogique, sur les formateurs qui devaient intervenir, il s'est retiré. Et il a bien fait d'ailleurs, parce que avoir un MCC dans une école de formation, ça apporte du crédit. Que l'on ne veuille ou non, pour ceux qui ne le savent pas, ça apporte une forme de validité et c'est assez, intéressant en termes de marketing, en termes de faire valoir, de plus-value, d'avoir ces étiquettes-là et le mettre en avant d'un point de vue communicationnel. On a débordé du sujet de plan Vallon, mais je crois que c'est important parce que c'est exactement un sujet qui concerne la formation, l'enseignement. On se rend compte que l'enseignement, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple qu'on pourrait le croire. Et les formations, c'est de l'enseignement. Et pas n'importe qui peut se prétendre formateur. Euh, du moins, on peut prendre l'étiquette. Mais est-ce que pour autant, on a les preuves de quelqu'un qui est compétent, qui s'est monté une formation pédagogique, parcours avec des exercices, savoir exactement quoi faire, comment le faire, adapté en temps réel parce que les apprenants seront tous variés. Ça, c'est autre chose. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live bric-à-brac pour me soutenir, pour nous soutenir. Pensez à vous abonner, à mettre un like, un commentaire, un partage. Je vous réponds et je vous lis. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live et pour la suite de la lecture. Je vous dis un très bon week-end. Prenez soin de vous et à très bientôt.